Alors, bonjour. Je voudrais juste en introduction, avant de commencer, dire que ce sera ma manière, même si ce n'est pas tout à fait dans le sujet, de penser à mes ancêtres déportés, puisqu'on est quelques jours après le 27 janvier. Et je pense que chacun d'entre nous y pensera un petit peu aussi pour les siens. Et donc, on va attaquer le sujet. Donc, c'est l'association HERM que je ne présente plus, qui vous présente par mon intermédiaire donc un diaporama sur le Kahalshaus de Niederbronn. Alors, qu'est-ce que c'est le Kahalshaus? La Kahal en hébreu et en yiddish, c'est la communauté juive. Donc, la Kahalshaus, c'est la maison de la communauté, qu'on appelle parfois à Niederbronn la maison du rabbin, ce qui est complètement idiot parce qu'il n'y a jamais eu de rabbin à Niederbronn. Voilà. Alors, on va passer à l'image suivante. La dernière fois, il y avait des gens qui ne savaient pas où se trouvait Niederbronn, donc je vous ai mis une petite carte. Hein. Je vous ai mis aussi que c'est der schönste Ort in der ganzen Welt, en toute modestie, bien entendu. Alors, Niederbronn, comme je vous disais, se trouve sur la route entre Haguenau et Sarreguemines, à peu près au milieu, et enfin non, au premier tiers, et dans l'autre sens, entre Saverne et Wissembourg. Donc, on est à 50 km de Strasbourg, au nord-ouest, nord-nord-ouest. Voilà. Donc, c'est le Grand Nord par rapport à la moyenne des Alsaciens. Voilà, nous sommes les Esquimaux de l'Alsace. On passe. Alors, quelques images de Niederbronn pour vous situer. On a en haut à gauche la synagogue de 1867, qui est donc à côté de l'église catholique qui a été construite 2 ans plus tard, et en face du couvent qui l'avait précédé d'une quinzaine d'années. Sur le côté en haut à droite, vous avez ce qui était autrefois l'école juive, et les 2 images du bas, ce sont quelques maisons juives qui subsistent, reconnaissables au fait, justement, sous le toit, vous avez ces fenêtres géminées en forme de table de la loi, qui sont assez caractéristiques des maisons juives, mais pas toujours, hein, puisque je connais, il y a la chapelle du couvent de Niederbronn qui a aussi des fenêtres comme ça, quoi. Donc, quand on voit ce type de fenêtre en forme de table de la loi, c'est probable que ce soit une maison juive, mais pas certain. Alors, on passe à la suite. Yoav, voilà, dans la précédente. Voilà, donc, juste pour dire que cette maison de la communauté, ou qu'on appelle plus facilement la maison juive parce que c'est moins long, elle se trouve, pour ceux qui connaissent, à l'angle de l'avenue Foch et de la rue du Pilier. Pour ce qui est de l'avenue Foch, ça va être on va y revenir tout à l'heure, à l'image suivante. À l'image suivante, voilà. Alors, ni la maison juive, ni aucune autre ne figure sur le plan d'alignement de 1839-1841. Parce que toute la zone dans laquelle se trouve cette maison est marécageuse, sans aucune construction. La parcelle est annotée comme domaine d'élevage de moutons, évidemment, puisqu'elle est plus ou moins inconstructible et elle est située un peu à l'écart du vieux Niederbronn. Or, il se trouve que le train arrive à Niederbronn en 1867 et que pour y parvenir, on perce ce qu'on appelle à ce moment-là la Neue Straße, puisque c'est à l'époque allemande, qui s'appelle aujourd'hui l'avenue Foch. Et donc, on commence à construire des maisons autour de chaque côté de cette avenue Foch. Je voudrais signaler que dans tout le secteur, encore aujourd'hui, aucune maison n'a de cave. Ni l'église, ni la synagogue, ni aucun autre bâtiment. Donc, on est bien sur un terrain marécageux. Et donc, par contre, sur le cadastre allemand de 1897, dont vous avez l'image à côté, la maison juive y figure bien. Donc, ce qui veut dire qu'on ne sait pas trop à quel moment elle a été construite, entre 1840 et 1897, mais je n'ai pas plus de précision que ça. Je ne sais pas.
Ce que je peux dire, c'est qu'elle est contemporaine de la synagogue, qui, elle, est datée de 1867. Donc, comme j'avais vu qu'au niveau de la construction de la synagogue, il y a eu pas mal de problèmes de financement, je me dis que je ne sais pas comment ils ont fait pour réunir les financements pour construire cette maison en même temps, quasiment en même temps, à quelques années près, quoi, à 10 années près, on va dire. Voilà. Et en même temps, l'école, tout ça, ça fait des dépenses qu'il a fallu assumer, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé comment ça a été fait. Et image suivante, s'il vous plaît. Vraiment, peut-être avant qu'on passe, je Oui. sais que tu ne veux pas parler beaucoup de la synagogue aujourd'hui, Non. mais peut-être dire quelques mots, parce que l'histoire de la synagogue quand même est très intéressante. Bon, ça va, moi, je pensais que ça aurait fait l'objet d'un autre Zoom, éventuellement, pour ne pas perdre de temps. Mais bon, elle est intéressante dans la mesure où, oui, c'était la deuxième synagogue. Il y en avait une autre qui datait des années 1810-20, qui a été, vers les années 1840-50, déclarée insalubre, interdiction de l'utiliser. Malgré ça, comme il n'y avait pas d'autre solution, la communauté a continué à utiliser cette synagogue pendant 15-20 ans après, jusqu'à ce qu'elle ait été définitivement fermée par un arrêté de péril. Mais en attendant, il n'y avait toujours pas de solution. Et donc, la communauté a demandé et à construire la synagogue actuelle, enfin ce qu'il en reste. Mhm. Il y a d'abord eu, c'est-à-dire en face du couvent, qui existait depuis une quinzaine d'années avant. Et il y a eu opposition à la fois du couvent et du conseil municipal, parce que le motif, c'était que pour éviter les nuisances réciproques, autrement dit que les chants des uns dérangent les chants des autres. Là-dessus, le sous-préfet est intervenu. Ils ont dit ce sont des citoyens comme les autres, ils ont les mêmes droits que les autres. Il oblige la ville à laisser construire la synagogue et à augmenter les financements qu'elle avait prévus. Et Mhm. c'est comme ça que cette synagogue a été inaugurée en 1869. L'architecte, c'est Alexandre Matuszynski, c'est-à-dire le même que celui qui a terminé la construction de la Schule de Reichshofen. Et on voit très nettement la filiation, puisque celle de Reichshofen, c'est la première synagogue néo-mauresque. Et on voit bien que sur celle de Niederbronn, il a développé ce trait et qu'il a renforcé cet aspect néo-mauresque. Voilà, cette synagogue n'a pas été démolie pendant la guerre parce qu'il y avait le notaire Wagner qui a dit aux nazis oui, 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 bien sûr, il faut absolument qu'on la démolisse, c'est évident, mais avant de la démolir, il faut que j'en fasse l'inventaire. Mhm. Donc l'argument a été jugé recevable et il se trouve que ce notaire Wagner n'a jamais eu le temps de faire l'inventaire, donc c'est comme ça qu'elle n'a jamais été démolie. Voilà, c'est un subterfuge qu'il a utilisé et dont on peut le remercier. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'au moment de la déclaration de guerre, ce même couvent qui était opposé à la construction de la synagogue, 70 ans plus tard, la mère supérieure du couvent, en 40, va à la synagogue et va récupérer tous les objets qu'elle peut récupérer. Elle va tout cacher dans les caves du couvent. Et en 1945, lorsque les Juifs sont revenus, eh bien, elle a fait venir les personnes pour récupérer les objets de la synagogue. Donc on voit le changement de mentalité en 70 ans, mais aussi avec quelques événements qui ont forcé ces mentalités à changer, il faut le reconnaître. Voilà. Elle a été, comme elle était dévastée à l'intérieur, elle a été refaite sur dommage de guerre et réinaugurée en 58, mais c'était devenu juste un petit local sans âme sur lequel on pouvait recevoir une trentaine de personnes. Et ensuite, elle a été réutilisée dans les années 62, après la guerre d'Algérie. Donc, on a eu une grande famille Selam qui est arrivée à Niederbronn, qui a été installée là à Niederbronn. L'idée du consistoire, c'était de revitaliser les communautés qui étaient en train de disparaître, ce qui était le cas de Niederbronn. Et donc, on a eu
bonne trentaine de personnes de la famille Selam qui s'est installée dans les HLN qui venaient d'être construites et qu'ils ont donc inauguré à Niederbronn. C'est le rabbin Gainsburger de Haguenau et mon père qui s'en étaient occupés. Et donc, tout le monde connaît à Strasbourg Joseph Selam, que j'ai connu enfant parce qu'il était à Niederbronn. Voilà. Et puis après, quand les Selam sont partis, la synagogue est tombée, il n'y avait plus de juifs, la synagogue est tombée en désuétude. Il y a eu un accident. Ouais. Il y a eu un accident et donc il a fallu la vendre parce que voilà et le maire de l'époque il a acheté la synagogue en disant qu'il en ferait une salle de musique, moyennant quoi il l'a vendue 6 mois plus tard à la paroisse catholique qui donc aujourd'hui c'est le foyer paroissial catholique. Donc on a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire à ce moment-là. Et on verra que pour le mikvé, il y a un peu le même genre d'histoire qui est arrivée. C'est-à-dire que quand on vend un bâtiment, il faut le protéger absolument par un acte notarié conséquent et bien travaillé. Voilà. On peut passer à la suite. Alors, c'est très schématique, ce que je vous ai dit, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire, notamment que Niederbronn est une ville de cure et que mon grand-père me racontait que lors des grandes fêtes, la synagogue de Niederbronn était trop petite parce qu'avec l'afflux des curistes juifs qui venaient on peut presque dire du monde entier, puisque j'ai retrouvé des gens qui venaient du Brésil ou d'Angleterre, ou voilà, sans compter les gens qui venaient d'Allemagne ou de France ou de Strasbourg, tout bêtement, voire d'Ingwiller, voilà. Donc il y avait énormément de juifs qui venaient en cure. Il y avait d'ailleurs notamment des hôtels, restaurants cachers pour accueillir ces curistes. Voilà, ça c'était la période de gloire de Niederbronn, et ça c'était il y a longtemps. Voilà, on peut passer à la suite? Oui, on voit la maison. Yeah. Alors ça, c'est juste pour vous montrer ce qu'on appelle les appuis de fenêtre, qui se trouvent donc sous les fenêtres. Là, c'est la partie où on s'appuie dessus, qui est peinte en blanc, et on passe à l'image suivante. Cet appui de fenêtre, j'ai essayé d'utiliser ça pour dater la maison, et je n'y suis pas parvenu, parce que j'ai trouvé dans les catalogues de Dietrich le moment où ils ont fabriqué ça. Vous en avez un exemple en dessous et puis à droite. Vous voyez la première page du catalogue de Dietrich de 1867, qui a été fait pour l'exposition universelle à Paris. Alors, on y voit très exactement ce même appui de croisée, comme ils disent, Fensterlehnen. Mais voilà, on sait que de Dietrich à Niederbronn les a fabriqués en 1867, mais on sait qu'ils les ont fabriqués longtemps avant et longtemps après. Tout ça nous confirme que le bâtiment a été construit entre 1840 et 1897, mais pour l'instant, je n'en sais pas plus. Pour en savoir plus, il faudrait que je prenne le temps d'aller éplucher tous les actes notariés aux archives départementales, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. C'est un peu le même type de recherche que tu as fait par rapport aux synagogues de Reichshofen, non? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais j'ai fait des recherches sur le bâtiment. Je n'ai pas fait des recherches sur les actes notariés. Non, je parle par rapport au Dietrich, par rapport à l'habillement. Ah oui, bien sûr, oui, c'est le même fond documentaire des archives de Dietrich, et je rappelle qu'elles sont doubles. Il y a la partie seigneuriale et il y a la partie industrielle, et les deux sont extrêmement riches. C'est un vrai trésor qui est pour l'instant conservé au château de Dietrich à Reichshofen, qu'on peut visiter pour ceux que ça intéresse. Il faut en faire la demande. Et si quelqu'un veut y aller, je peux très bien vous y mener. Mais enfin, tout ce qui concerne le judaïsme de la région, j'ai à peu près tout photographié. J'ai à peu près tout tous les documents, je les ai photographiés. J'ai à peu près tout dans mes archives photographiques. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose que vous cherchez, je peux éventuellement vous aider et vous fournir des images. Voilà. On passe à la suite. Donc, pour situer la maison, c'est juste pour vous dire qu'elle se trouve en bordure du ruisseau, en bordure du ruisseau du Falkenstein, ce qui donne une idée éventuelle
pour le mikvé, mais à mon avis, ce n'est pas ça du tout. On passe à l'image suivante. Voilà, vue du coin de la maison, le ruisseau. Vous avez tout au fond, à droite, de l'autre côté du ruisseau, vous avez la synagogue, pour vous dire que c'est tout près, quoi. Hein. Et tout au fond, à l'image du fond, c'est le couvent dont on parlait tout à l'heure. Voilà, on passe à la suite. Alors cette image-là, c'est donc toujours même côté du bâtiment, et c'est le côté de l'entrée du logement du logement de fonction pour le Chazan, qui était en même temps, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le cantor, celui qui chantait à la synagogue, mais qui faisait aussi fonction d'instituteur à l'école, et de shochet, c'est-à-dire celui qui faisait l'abattage rituel. J'ai encore connu des personnes qui me racontaient qu'enfants, on les emmenait pour emmener faire tuer le poulet dans cette maison-là, et on verra en détail tout à l'heure. En attendant, ça c'est le côté logement de fonction. On passe à l'image suivante. Donc vous avez, je ne vais pas mettre les détails, mais vous avez l'escalier à l'intérieur en bois qui existe toujours. Et puis au grenier, au fond, il y avait cette pièce dont on ne sait pas si c'était une chambre de bonne ou si c'était une souka. Parce qu'il suffisait évidemment, comme souvent en Alsace, il suffit d'ouvrir un panneau sur le toit et d'enlever quelques tuiles pour se retrouver pour Soukot à pouvoir dormir ou vivre sous le ciel étoilé. Voilà. On ne sait pas exactement, mais les deux sont possibles. L'un n'empêchant d'ailleurs pas l'autre. Image suivante. Alors maintenant, on va s'occuper de ce côté du bâtiment qui nous intéresse le plus. Donc je vous laisse une première image et donc vous voyez l'aspect du bâtiment sur l'arrière et vous voyez la proximité avec le ruisseau. Et vous avez devant un petit pré triangulaire sur lequel se trouvait un hangar en bois, donc qui séparait la maison du ruisseau. Ce hangar en bois que j'ai encore connu avant qu'il soit démoli, il y a très longtemps, et qui servait de remise à bois pour le chauffage du bâtiment et puis pour y déposer un certain nombre d'objets voilà, de la vie quotidienne. On passe. La suite, tu vois. Voilà, une image du ruisseau, juste pour vous donner un petit point de vue, parce que l'endroit est joli quand même. La suivante. On peut passer, Joël? Oui, Voilà. on est déjà là. Oui, OK. Alors, maintenant, on est sur le côté qu'on a vu depuis le début, et au rez-de-chaussée, il y a deux portes. Il y a deux portes d'entrée. Donc, on va prendre la porte de droite, que je vous ai mis en gros plan sur l'image de gauche. On va rentrer dans cette porte et, image suivante, on va y trouver ceci, c'est-à-dire le hachal de Shrita. Typiquement, sur les deux images, vous voyez que sur le mur de droite, vous avez des crochets où on pouvait attacher des animaux de différentes tailles. Et sur le côté opposé, vous avez donc le sol est en béton, et vous voyez sur le côté opposé la rigole, et la rigole qui recevait donc l'écoulement du sang, et ce sang qui était mené vers un orifice qu'on voit sur l'image de droite, et qui communique directement avec la terre. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le sang, c'est la vie. Le sang, on n'a pas le droit de le toucher. Le sang, on ne doit pas le manger. Et le sang doit retourner à la terre mère, quelque part. Voilà. Image suivante. Donc, quelques détails de ce mur et des crochets. Encore l'image suivante. Bon, on peut Voilà. dire que c'est des petits animaux. Il n'y avait pas de... Ah oui, de toute façon, Voilà. quand on voit la porte, on ne pouvait pas y faire entrer une vache. Hein. Oui, c'est On ça. pouvait y rentrer et on y faisait essentiellement de la volaille. Et je pense que les crochets servaient éventuellement pour un mouton ou une chèvre, mais pas Ouais. plus. Pas plus. Certainement pas du gros bétail. Non, non.
Alors, Donc, je on est passe. où? Image suivante, s'il te plaît. Oui. Oui, c'est toujours On a des détails. des détails, voilà. Avec ces 3 rayures dans le mur, où on peut penser que c'était des coups de corne. Bon, alors l'image suivante, maintenant, c'est on passe par l'autre porte, la porte de gauche du bâtiment, et on rentre dans cette salle où on voit au premier plan un réservoir métallique. Alors, ce n'est pas du cuivre, hein, c'est de la ferraille qui est peinte de couleur aluminium, complètement peinte aluminium. On voit à côté une pompe à bras pour pomper de l'eau, et on voit au fond le mur où on voit des traces de suie, ou donc probablement de suie sur le mur, où donc probablement se trouvait un chauffage, enfin un poêle à bois ou à charbon comme on faisait à l'époque. Image suivante. Donc un gros plan sur la pompe à bois, la pompe à bras qui est assez belle, et puis une image dans l'autre sens vue de l'ensemble, parce que pour moi ça reste encore un peu mystérieux tout ça. Je ne sais pas très bien comment ça fonctionnait. Image suivante. Donc, au-dessus de la pompe et au-dessus du réservoir, on voit des crochets fixés au mur, et il y a aussi des poulies. Alors, à quoi servaient ces poulies? J'en ai aucune idée. Je suppose que la pompe à bras servait à alimenter le réservoir métallique. Mais alors, pourquoi des crochets pour fixer un tuyau? Je veux bien, c'est logique, mais les poulies, je ne comprends vraiment pas pourquoi. On passe à la suite. Donc, vous voyez sur la partie de droite, vous voyez le pied de la pompe à bras et on voit le trou par où arrivait le tuyau d'eau qui servait donc à pomper. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, qu'un mikvé ne peut pas être alimenté de cette façon-là. Autant que je sache, le mikvé doit être alimenté en eau de façon entièrement naturelle, sans intervention humaine et sans tube métallique. Or là, pour la pompe à bras, il y a les deux. Il y a les tuyaux métalliques qu'on va voir après, et puis il y a l'intervention humaine. Donc ça ne peut certainement pas servir à alimenter l'eau du mikvé. Par contre, ça peut servir à pomper de l'eau qu'on va pouvoir chauffer pour compléter l'eau naturelle qui est très froide. Ça, c'est autorisé. Alors pour ça, je ne comprends encore pas, parce que ce réservoir d'eau naturelle, normalement, on aurait pu penser qu'il y aurait eu un poêle en dessous pour chauffer l'eau. Or non, le poêle se trouve à l'autre bout de la pièce. Donc, pour l'instant, pour moi, rien n'est clair. Image suivante. Voilà, alors sur l'image de gauche, vous voyez, nous sommes à l'extérieur sur le petit pré en triangle dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez une vis sur le mur en haut qui correspond à l'ancrage de la pompe à bras. Donc c'est là que se trouve la pompe à bras, ceci pour vous indiquer les positions relatives. Vous avez en bas, avec un gros plan sur l'image de droite, vous avez donc le puits qui est un tube de métal, et à l'intérieur de ce puits, le tuyau qui va ramener l'eau du puits par la pompe jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la pompe à bras. Ça corrobore ce que je disais tout de suite. Il s'agit de tubes et de tuyaux métalliques, donc en aucun cas ça ne pouvait servir à alimenter le mikvé dans l'eau, pour son eau, on va dire, primaire. On passe à la suite. Donc, encore une fois, une image, la pompe à bras, le réservoir et là où se trouvait le chauffage. Donc, tout ça, pour moi, c'est un petit peu mystérieux. Et vous avez ensuite sur l'image de gauche, c'est le même ensemble qui est vu de l'autre côté de la pièce d'à côté, qu'on va découvrir dans l'image suivante. Voilà, et là, donc, on tombe sur le mikvé proprement dit. Alors, il y avait cette baignoire que j'ai trouvée là. À mon avis, elle n'était pas là d'origine. On peut penser que cette baignoire se trouvait dans la pièce de l'autre côté et servait à se laver peut-être avant d'aller au mikvé. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, vous avez le mikvé proprement dit, où on voit clairement à quel niveau l'eau montait.
c'est-à-dire justement pas jusqu'au bord, puisqu'on voit que le bord il est au-dessus du niveau du sol. Voilà, donc vous avez un gros plan de l'intérieur sur sur l'image de droite, où on voit bien le niveau de l'eau. Moi, je l'ai toujours connu vide, ce mikvé. Je n'ai jamais vu d'eau dedans. Image suivante. Et la bonde, un gros plan de la bonde qui se trouve donc au fond de ce mikvé. Que j'ai toujours pensé qu'elle servait à évacuer l'eau. Aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas l'inverse, mais je m'expliquerai de ça tout à l'heure. La suite. Alors, en passant, il y a encore 2 pièces qui étaient vides dans cet ensemble du rez-de-chaussée. Et dans une de ces pièces, on a retrouvé ce qui était la planche de Tara. Je ne pense pas que la Tara, alors pour ceux qui ne savent pas, la Tara, c'est la toilette mortuaire. Je ne pense pas que cette toilette mortuaire se faisait là. Je pense plutôt qu'on emmenait la planche dans les maisons des familles et qu'on faisait la toilette dans le domaine dans la maison du défunt. Je dis ça parce que je sais que ça a été fait pour mon grand-père comme ça, que ça a été fait à la maison. Donc je suppose que c'était l'usage. On passe à la suite. Voilà. Alors, la ville de Niederbronn-les-Bains a acheté la maison en 2001 avec projet de restauration. À partir de 2010, lors des Journées européennes de la culture juive, des visites sont organisées sous l'égide de la Société d'histoire de Reichshoffen. Ces visites attiraient une cinquantaine de personnes chaque année. La première année, il y a eu même, on a trouvé ça très très sympa, le pasteur qui, pendant le culte du dimanche matin, c'est-à-dire juste avant l'ouverture du mikvé, avait annoncé l'événement en chair et que beaucoup de gens, en sortant de l'église, sont venus visiter le bâtiment. Il y a même un monsieur que je connaissais qui m'a raconté que son père disait que ce bâtiment paraissait toujours un petit peu louche à Niederbronn parce qu'il y avait des femmes qui venaient s'y baigner. Donc voilà, ça faisait partie un petit peu de ces raconteurs qui se disaient. En plus, c'était vrai. Pardon. C'était vrai, en plus. Ben, c'est vrai, bien sûr, c'était vrai. Oui. En 2013, donc la ville n'avait toujours rien fait, 10 ans après ou 11 ans après. Et il y avait un projet vaguement de créer des logements sociaux, mais ça ne s'est pas fait. Et il y a à l'intérieur, alors je ne vous les ai pas montrés, mais il y a des fissures assez impressionnantes dans les murs à l'intérieur, notamment dans les murs porteurs, ce qui fait que le maire de l'époque, qui est le député actuel, Frédéric Reiss, s'est retrouvé devant une crainte d'accident et d'effondrement dans la maison. Il n'a pas voulu en prendre la responsabilité. Il n'avait pas non plus les financements pour restaurer la maison, donc il a décidé de la vendre. Mm-hmm. Histoire de se dégager de cette responsabilité. Et il l'a vendu, il me l'a dit après, une fois que tout était terminé, sinon j'aurais peut-être pu essayer de l'orienter, mais c'était trop tard. Il l'a vendu avec une clause de préservation du mikvé. Et préservation du mikvé et autorisation de le visiter 2 fois par an. Voilà, on passe à l'image suivante. Et là, on va rentrer dans le gras du sujet. Alors, je voudrais rappeler la topographie des lieux. On voit tout au fond une colline qui est la colline du Ehrenberg, dans laquelle se trouvent des sources d'eau et où, de toute façon, quand il pleut fort, les eaux ruissellent en direction du ruisseau qui se trouve au premier plan. Si vous regardez la maison, je vous ai mis les désordres et les fissures qu'on voit à l'extérieur. Vous voyez bien que la petite porte qui est sur la gauche, qu'elle est complètement déformée, c'est que le sol a bougé. Vous avez la fenêtre au rez-de-chaussée, la fenêtre du milieu, c'est la fenêtre qui est juste au-dessus du mikvé. Vous avez le point d'ancrage de la pompe à bras, et cette pompe à bras qui est séparée du réservoir d'eau par la fenêtre de droite.
Voilà. Alors après, on va rentrer dans autre chose. Image suivante. Donc, suite à la vente en 2014, suite à la vente de la maison, le propriétaire, le nouveau propriétaire, enfin, je vous passe les détails, mais bon, le nouveau ou la nouvelle propriétaire fait faire des travaux de consolidation des fondations. Et donc, on commence par creuser, elle va creuser 5 excavations tout le long du mur pour injecter du béton pour consolider. Et donc, il se trouve que par chance, j'étais là avec mon appareil photo et que je peux suivre les travaux, ce qui m'a permis de faire quelques découvertes. Image suivante. Alors, cette première excavation, on y voit deux choses. D'abord, c'est qu'à 1,50 m de profondeur, on tombe sur une couche d'argile verte à bleu, totalement étanche. Donc, si le sol est fait comme ça sur tout le secteur, on est sûr qu'il n'y a pas de source qui va pouvoir alimenter le mikvé. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on voit au-dessus de l'excavation, on voit une arche en pierre. Ça a été pour moi une grosse surprise. Alors, on a cherché des hypothèses. On dit qui c'est qui construisait qui est-ce qui était fort autrefois, puisque là, on est à 1,50 m sous le sol. Hein. On a 1,50 m sous le sol et en dessous des fondations de la maison. Qui est-ce qui construisait un canal comme ça peut servir que pour de l'eau. Qui est-ce qui faisait ça? C'était les Romains. Donc, on sait que Niederbronn était connu par les Romains qui cherchaient partout des sources d'eau, qui avaient trouvé des sources d'eau thermale et qui en avaient fait donc un centre de thermalisme. Alors, en regardant de plus près sur tous les déblais, je regardais s'il y avait des tessons de tuiles ou d'autres objets romains possibles. Non, rien trouvé du tout. En tout cas, pas à vue d'œil. Dans le microscopique, on n'a pas eu le temps de faire les travaux. On passe à la suite. Alors, une fois que cette excavation est faite, l'entrepreneur veut le remplir de béton le plus vite possible pour éviter que ça s'effondre. En attendant que le camion de béton arrive, il s'attaque à l'arrachage du puits d'alimentation de la pompe à bras. Image suivante. Et voilà le tuyau, une fois arraché, le tuyau du puits, on voit qu'il fait environ 6 mètres de long. 6 mètres de long dans le sol. On a l'argile à 1,50 m. Donc 6 mètres moins 1,50 m, ça fait 4,50 m. On peut penser que la couche d'argile fait 2 à 3 mètres de profondeur et que le tuyau pénètre à peu près 1 mètre dans la nappe phréatique qui se trouve en dessous. Voilà. Pour l'état des lieux, on passe à la suite. Et après avoir arraché le puits, donc, il arrache le tube proprement dit, horizontal, qui sortait du puits pour alimenter la pompe à bras. Voilà, on passe à la suite. Comme je disais tout à l'heure, ça ne peut pas être l'alimentation du mikvé puisqu'elle doit se faire sans intervention humaine. La pompe à bras étant une intervention humaine évidente, ni de conduite en métal. Or, on voit bien que les tubes étaient en ferraille. Hein. Aucune arrivée d'eau de toiture n'est visible de l'intérieur. Il n'y avait pas de conduite qui permettait d'amener l'eau de la toiture, donc l'eau de pluie, vers le mikvé. Aucune source n'est connue sous le mikvé et c'est carrément impossible puisqu'on a découvert cette couche d'argile qui rend le sous-sol étanche. Prendre de l'eau du ruisseau. Alors, d'une part, on n'a vu aucune conduite d'eau qui allait du ruisseau vers le bâtiment, d'une part, et d'autre part, on peut penser qu'il n'était pas considéré comme suffisamment propre, puisque ce ruisseau, en amont, a déjà baigné l'usine de Dietrich, et qu'il y a une succession tout le long de ce ruisseau de moulins et de lavoirs divers, qui font qu'on ne peut vraiment pas dire que l'eau du ruisseau soit propre et pure. Alors, d'où vient l'eau pure du mikvé? Ça reste toujours à ce stade un mystère. Toujours est-il que sur l'image de gauche, on voit que l'arrivée d'eau donc de la pompe à bras, elle se fait sous le bâtiment par un coffrage en pierre.
dont les positions relatives sont indiquées par l'image de droite en bas. S'il n'y a pas de questions, je continue. Les photos que tu as faites là, ou les travaux ont été faits quelle année? Novembre 2014. Alors, quand même, c'est incroyable que tu aies passé avec une caméra au moment des travaux. Ben oui, comme j'ai un peu pisté la chose et que j'ai fait connaissance avec la propriétaire, j'ai essayé d'avoir des informations pour Mhm. pouvoir être là au bon moment. Non, c'est super. Voilà, on continue. Cette nouvelle propriétaire qui est très très gentille d'ailleurs, hein. J'ai rien contre elle, hein. Maintenant, elle a acheté le bâtiment pour en faire un bâtiment de rapport avec 3 logements. Je ne peux pas lui en vouloir, hein. C'est comme ça, quoi. Mais bien sûr. Alors, image de droite, la première excavation qu'on a vue est consolidée avec du béton. Il a fait couler tout de suite, hein, pour éviter les effondrements. Là, entre-temps, on a vu que le puits et le tuyau sont arrachés et il creuse une deuxième excavation juste sous la fenêtre du mikvé. On voit bien. On passe à la suite. À 3 mètres de profondeur, on retrouve cette grosse couche d'argile verte à bleu Mhm. et d'épaisseur d'environ 2 à 3 mètres, comme la longueur du tuyau, enfin du puits le laisse supposer, hein. On n'a pas creusé dans l'argile, mais la longueur du puits permet de penser que cette épaisseur est de l'ordre de 2 à 3 mètres d'épaisseur, ce qui est quand même une grosse couche d'étanchéification, notamment sous le bâtiment, hein, puisqu'elle est à 1,50 m en dessous du niveau du sol, et ensuite on a 2 à 3 mètres d'argile. Voilà, on passe à la suite. Et sous donc cette excavation, au-dessus de l'argile, on trouve donc les fondations en pierre, mais on trouve ainsi que ces fondations en pierre ne sont pas posées sur l'argile, c'est qu'entre les deux, on voit que les bâtisseurs ont mis des solives, ont mis en tout cas peut-être plusieurs solives en bois créosoté. Alors le créosote, c'est un dérivé du pétrole qui sert à étanchéifier le bois, qu'on utilise d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui encore pour les traverses de chemin de fer. Donc on voit que cette fondation ne repose pas directement sur l'argile, qu'elle repose sur ces solides en bois, que les ouvriers ont mis quelques coups de pioche pour creuser en dessous pour pouvoir faire pénétrer le béton de soutènement, et c'est à ce moment-là que on a vu que se libéraient des poches d'eau au-dessus de l'argile. Donc, au-dessus de l'argile, il y a des poches d'eau. Et ce sera confirmé par les autres excavations, comme on va le voir. Et ces solives reposent, comme on peut le deviner sur l'image de droite et à droite de la solive, on devine que cette solive repose sur des petits pilotis ronds qui sont enfoncés dans l'argile. Voilà, on peut passer à la suite. Donc, image de gauche, très vite on remplit de béton, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de faire des recherches, hein, d'analyser le sol, de faire quoi que ce soit. Il faut aller très vite, quoi. Et je comprends qu'ils soient pressés de bétonner pour éviter les risques d'effondrement. Donc, c'est tout de suite bétonné, et puis on creuse une troisième excavation. Alors, c'est carrément à l'autre bout du bâtiment, c'est-à-dire au coin, en dessous du réservoir métallique qu'on a vu Mhm. plus haut dans la présentation. On passe. Donc, pareil, on retrouve image de gauche et image de droite. On retrouve que les fondations reposent sur des solives en bois créosoté qui elles-mêmes reposent sur des petits pilotis ou des petits pieux en bois bitumés eux aussi. Et la technique est toujours la même. Sous ces solives, ils donnent quelques coups de pioche pour permettre au béton de passer sous la fondation pour la consolider, pour la tenir. Et chaque fois, on retrouve que ça libère quelques poches d'eau. Voilà, on retrouve la même chose. On continue. Alors, gros plan, hein. Mhm. L'argile,
les solives de soutènement et entre les deux, des poches d'eau. Voilà. Et puis dans l'image de droite, ben, vous voyez que pareil, elle a été très vite remplie de béton à son tour, et pour toujours les mêmes raisons. La suite. Alors là, on va creuser une quatrième excavation qui va se trouver entre les deux fenêtres, c'est-à-dire exactement sur le côté droit du mikvé. Mhm. Et surprise, on y trouve une deuxième arche. Là, ça me dit tout de suite que ça ne peut pas être les Romains, parce que les Romains avaient fait une canalisation pour l'eau, c'est possible. Qu'ils en aient fait deux, l'une à côté de l'autre, ça n'a pas de sens. Alors pourquoi y a-t-il deux arches qui se trouvent exactement de chaque côté du mikvé? Ça ne peut pas être un hasard. Ça ne peut pas être un hasard. Le mikvé est encadré par ces deux arches qui elles-mêmes sont remplies d'argile, hein, étanche. Et qui sont d'ailleurs, on le voit après, qui sont la source des fissures qui sont dans le bâtiment, puisque le sol bouge, comme toujours, le bâtiment bouge avec, mais au-dessus de ces arches, il ne peut pas. Comme il n'a pas pu bouger, ben c'est que les murs se sont fissurés à cause de ces arches. On passe. Finalement, ils font une cinquième excavation à l'angle de l'autre côté, à l'angle du bâtiment, à l'entrée donc du mikvé, si vous voulez, juste sous la porte. On continue. Alors, toujours pareil, détail des excavations. On retrouve toujours l'argile, on retrouve enfin une solive qui s'arrête, toujours à 3 mètres de profondeur, toujours de l'eau sous la solive. Et on voit que cette solive s'arrête à environ 4 mètres de longueur, soutenue par un petit pilotis en bois bitumé. On va le voir de plus près dans l'image suivante. Voilà. Donc on voit bien que la solive s'arrête, on voit bien qu'elle repose sur ce pieu rond en bois bitumé aussi, et à environ 4 mètres du bord de la maison. On peut supposer que ces 4 mètres de la solive, des fondations, que ces 4 mètres soient de la même longueur que les arches du mikvé. Pas de certitude, mais c'est probable, parce que 4 mètres, ça nous ramène juste au bout du mikvé. Voilà. La suite. Alors, un petit plan que j'avais fait pour reprendre un peu, synthétiser tous les travaux. Donc, on va commencer par la gauche, où vous voyez le niveau du sol extérieur et vous voyez le niveau du plancher à l'intérieur de la maison. Au-dessus, vous voyez la porte et les 3 fenêtres qui sont donc la porte, celle qui est déformée par les désordres dans le bâtiment. Vous avez le point d'ancrage de la pompe à bras et vous avez en pointillé au milieu la position du mikvé. Et en dessous, vous avez les 5 excavations, les 5 trous de fouilles qui ont été faits et remplis de béton. Donc, on voit clairement que les 2 arches encadrent le mikvé. On voit aussi en dessous, tout en bas, le niveau supérieur de la couche d'argile et celle du puits. On voit clairement que ces 2 arches encadrent le mikvé. Ça n'est donc pas un hasard. Image suivante, si vous n'avez pas de questions. Alors, je répète la situation. Nous sommes en terrain marécageux. Aucun édifice du secteur ou de la parcelle ne repose sur cave pour cette même raison. Et on vient de voir que si le terrain est marécageux, c'est bien parce qu'à 3 mètres de profondeur, on a cette épaisse couche d'argile. Donc, cette couche d'argile qui empêche l'eau de pluie ou de la fonte des neiges de pénétrer dans le sol. Autrement dit, cette couche de sol qui est entre la surface et à 3 mètres la couche d'argile, cette couche d'eau ne peut pas s'évacuer ou s'évacue très très lentement vers le ruisseau. Donc,
à certaines périodes de l'année, quand il y a des fortes pluies ou à la fonte des neiges, le sol est complètement gorgé d'eau, ce qui donne son caractère marécageux à toute cette partie de l'Hydrobronne. Alors, les deux arches de pierre, c'est une hypothèse que j'émets, les deux arches de pierre qui encadrent le Mikvé et qui elles-mêmes sont étanchéifiées par l'argile qu'elles contiennent, je pense qu'elles forment un siphon qui va obliger les eaux qui sont donc contenues dans le sol au-dessus des 3 mètres, que ça va obliger ces eaux de surface à baigner le Mikvé, par l'extérieur, et donc, par capillarité ou par l'effet des vases communicants, vont permettre à ces eaux, donc pures, ces eaux du sol, de remonter dans le Mikvé pour le remplir, sans aucune intervention humaine. Alors, si c'est ça, je trouve que c'est un coup de génie, quoi. Je veux dire que ceux qui ont conçu ce mikvé, c'est une connaissance en hydrogéologie qui me remplit d'admiration. Mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit ça, parce que ce mikvé, depuis que je le connais, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, peut-être un peu plus, je n'ai jamais vu la moindre goutte d'eau à l'intérieur. Alors, des pluies, il y en a eu en 10 ans, il y a même eu des inondations à Niederbronn, et je n'ai jamais vu de l'eau remonter. Alors, est-ce qu'il a pu être bouché après puisque Dora m'avait envoyé un texte sur les mikvés où on disait qu'on pouvait les boucher avec de la chaux. Il suffisait de mettre un peu de chaux dans la bombe et l'eau et la chaux, ça formait un bouchon étanche qui empêchait l'eau de remonter. Donc, alors, est-ce que c'est ça ou pas? J'en sais rien. En tout cas, le mystère est entier et j'espérais que parmi les gens qui m'écoutent aujourd'hui, il y aurait quelques lumières qui pourraient m'aider à comprendre le fonctionnement de ce mikvé. Voilà. Si vous avez, alors on en viendra tout à l'heure, je termine rapidement mon exposé, l'image suivante. Alors, voilà ce qui est devenu le mikvé pendant les travaux. Tout est restructuré à l'intérieur. La salle d'abattage est disparue, la salle de chauffage est aussi. Le mikvé sera isolé à côté du logement du rez-de-chaussée. Image suivante. Voilà ce que c'est devenu aujourd'hui, maintenant. Alors, on voit le mur extérieur du musée sur la petite photo en haut à gauche. On voit ce qui est visitable aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a à peu près 40 cm entre le mur et le mikvé. Comment voulez-vous rentrer des visiteurs là-dedans? Je ne peux plus le faire visiter parce que c'est à la limite dangereux, on pourrait tomber dedans, il n'y a pas de maintenant. Il a demandé et obtenu que la pompe à bras soit préservée quand même. Mais c'est difficile d'y accueillir du public parce que c'est vraiment trop exigu, quoi. C'est un petit peu dommage, même si le mikvé en soi est préservé. Voilà. Donc l'extérieur du bâtiment, ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un bâtiment quelconque, avec un logement à chaque étage. Voilà. Et l'image finale, voilà, tu peux passer à la suite, à la dernière. Yoav. Voilà. Ça, c'est la dernière image où j'espère que parmi les gens qui nous écoutent, qu'il y aurait l'un ou l'autre spécialiste de la chose qui pourrait éclairer mon lanterne pour dire si l'hypothèse que j'ai émise sur le siphon formé par les deux arches est juste ou est-ce que c'est du délire absolu. Je n'en sais rien. Voilà. J'espère que quelques-uns d'entre vous vont pouvoir m'apporter des commentaires. Donc, je vais ouvrir la discussion à tout le monde. Il faut en parler avec le Dayan de Strasbourg. Pardon? Il faut en parler avec le Dayan de Strasbourg. Non, j'en ai parlé à Claudine Grausam qui n'a pas su me répondre. J'ai pu en parler aussi avec deux rabbins dont aucun n'a pu me donner de réponse et je ne suis pas allé plus loin pour l'instant. Le Dayan de Strasbourg, je n'ai pas essayé, effectivement. Bon, on peut avancer avec la recherche. Oui, c'est ça. D'abord, je voulais te dire, ta recherche jusque-là est incroyable.
Merci énormément pour ça. C'est juste un peu de boulot, mais c'est aussi de la passion. Hein. J'ai oublié de dire que j'ai un lien avec ce bâtiment. C'est que j'y ai passé les 3 premières années de ma vie, parce que dans le logement du Razan, le dernier Razan avant-guerre, c'était un monsieur Caron. C'était qui? Monsieur Caron, Oui. dont le fils était dentiste d'ailleurs. Et après la guerre, en 1945, eh bien, la maison était debout et elle a servi de logement de secours. Et quand mes parents se sont mariés, ils ont habité là. Et c'est là qu'ils vivaient quand je suis né. Et j'y ai donc passé les 3 premières années de ma vie avant qu'ils s'installent dans leur maison définitive. Donc, mais en fait, ces 3 premières années de ma vie, je ne me rappelle plus, évidemment. Hein. Mais voilà, c'est quand même, j'ai un lien avec ce bâtiment qui est de l'ordre de l'intime. Voilà. Bon, merci s'il y a des gens qui ont des idées sur l'approvisionnement en eau de Mikvé ou qui peuvent m'envoyer vers des connaisseurs, ça m'intéresse. À Londres, il y a des connaisseurs, mais je ne sais pas si ça vous intéresse, il y a des spécialistes qui font des recherches à Londres, qui font des recherches sur les mikvés et sur l'histoire des mikvés, etc. Ça vous intéresse que je vous mette en contact? Absolument, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai mis mon adresse mail sur la dernière image. Alors, je la répète pour ceux qui n'ont pas pu la noter. C'est donc Rem Levy, RAYMLEVY, tout attaché, RAYMLEVY, tout attaché, @gmail.com. Où évidemment, je suis friand de toute adresse, tout commentaire ou toute suggestion que vous pourriez me transmettre. Voilà, alors la personne qui est très spécialisée ne parle pas le français, mais est mariée à une Française. Donc il pourra. Je parle anglais, il n'y a pas de souci pour l'anglais. D'accord. Mais c'est super, c'est très bien. Enfin, je parle l'anglais comme une vache française, mais enfin, je me débrouille. Quoi. Lui parlera le français comme une vache espagnole, alors ça va. Bon, et je ne sais pas si vous avez des questions ou des réactions, mais encore une fois, Raymond, c'était incroyable. Alors, je ne sais pas si quelqu'un demande là, mais on n'attend pas grand-chose. Approchez du micro. Oui. Alors. Voilà. Alors, Michel, tu as mis derrière toi des photos de où? Niederbronn. De Niederbronn. Oui, c'est la synagogue. Ouais. Super. Je voulais juste rajouter, Raymond, je crois que tu peux garder comme hypothèse que la première pièce était celle où on se lavait et on se déshabillait. Hein. Oui, je suis assez d'accord avec ça, ouais. Et toutes les femmes qui ont fréquenté un mikvé le savent que être ultra propre pour rentrer dans l'eau. Hein. Je suis assez d'accord avec ça et c'est pour ça que je disais que la baignoire ne devait pas se trouver là, mais elle devait se trouver dans la pièce chauffée à côté, oui. Ouais. Il y avait combien de pièces à la maison avant les travaux? Alors, il y avait donc la salle de Shrita. Oui. Derrière, il y avait une sorte de passage de couloir qui n'était pas petit non plus, qui permettait d'aller vers le mikvé. Et donc, ça fait une pièce. Ensuite, il y avait la pièce où il y avait le mikvé proprement dit, précédée de la pièce où il y avait le chauffage, si vous voulez. Et entre la pièce de chauffage et la salle de Shrita, il y avait une salle. Une salle qui, on ne sait pas à quoi elle devait servir, de déshabillage, de tara, je ne sais pas. Mais enfin, qui devait servir pour un usage indéfini, quoi. Peut-être même de réunion, on va savoir, de petites salles de réunion, ça c'est possible aussi. Bonjour à tous et encore salut Raymond. Salut Benoît. Je voulais te remercier parce que tu as été mon guide cet été et tu as été mon guide en tant que Parisien de souche, d'avoir visité Niederbronn et d'avoir visité mes origines.
Et surtout, je voulais te remercier d'avoir mis sur le PowerPoint la maison de mes arrière-grands-parents que j'ai eu le plaisir de voir. Voilà. Et qu'on a visité. C'est pas comme si tu avais fait exprès. Voilà. Un petit clin d'œil. Voilà, merci. Voilà, je voulais juste te remercier pour ça. Voilà. Le Parisien qui te remercie. Voilà. Mais qui reviendra. Ça, c'est sûr. Bah, j'y compte bien. Voilà. Merci. Ça fait plaisir de voir que tu es en forme et que tu vas bien. Ouais, bah, je crois, oui. Voilà. En tout cas, voilà, c'était super ce Zoom. Moi, grâce à Raymond, j'ai redécouvert beaucoup de choses de mon patrimoine culturel, historique, parce que mon arrière-grand-père y est né et est arrivé à Paris et, pour la petite histoire, est parti au Brésil et après est revenu à Paris. Et donc, j'ai une partie de ma branche Lévy, donc de Niederbronn, et une partie Meyer de Haguenau, voilà, qui était avant des Veilles, W-E-Y-L, voilà, avant 1808, ce que j'ai dit à Raymond, voilà. Et on a retrouvé une partie des tombes de tes... Et on a retrouvé une partie des tombes de tes ancêtres aussi. Voilà, en plus, voilà, le grand-père de mon arrière-grand-père, c'est ça. Voilà, donc le Parisien est revenu sur ses origines. Et de quel cimetière ils sont? Gundershofen. Ah, Gunder. Voilà. D'accord. Qui était le cimetière de Niederbronn, puisque le cimetière de Gundershofen, c'était Beach, Niederbronn, Reichshofen, Gundershofen et les villages autour. Ouais. Beach est situé où par rapport à Niederbronn? 20 km au nord-ouest. Est-ce que Beach appartient à la Lorraine ou à l'Alsace? Lorraine. Beach est à Moselle, oui. Ouais. Alors, les gens de Beach, il y a une partie qui venait enterrer leurs morts à Gundershofen et une autre à Ingwiller. Même à Ingwiller, d'accord. Je vous laisse, mais c'était super. Ouais, c'est à peu près équidistant, c'est à peu près la même distance. Et après, c'était lié à des questions de famille. Ceux qui avaient plutôt des origines du côté d'Ingwiller, allaient plutôt à Ingwiller. Voilà. Très bien. Je vous laisse et à très bientôt. Merci encore. Merci beaucoup. À bientôt. Salut, au revoir. Moi, je vais vous poser une autre question. Dans cette maison, où est-ce qu'on lavait les morts? Ou dans quelle salle? Alors, justement, on a trouvé la salle de Tara donc, dans une pièce qui était sans eau, mais c'était juste une planche qu'on posait sur deux tréteaux. Et comme je disais tout à l'heure, si j'en juge par ce qui s'est passé pour mon grand-père, on a amené la planche de Tara à la maison et la toilette s'est faite à la maison. C'est ce qui se faisait, oui. Pas du tout certain que la Tara... C'est ce qui se Dans la salle de bain. Oui, je pense. Alors, j'étais pas là. Il se trouve que mon grand-père a eu la gentillesse de décéder quand j'étais en vacances en Angleterre et qu'il a eu la gentillesse de m'épargner toutes ces choses qui... Ah oui, Michel, tu as une photo de l'intérieur de la synagogue de Niederbronn, oui. De ce Tout à fait. De l'état dans lequel elle se trouve après-guerre, oui. Exactement. Si je peux prendre la parole, Oui, Raymond. bonjour Thierry. Bonjour à tous. D'abord, une fois, comme d'habitude, merci pour cette superbe conférence si bien illustrée et si pédagogique. Bravo Raymond. Moi, j'avais juste une réflexion puisqu'on se rend compte que ça va être très difficile d'organiser des visites guidées puisqu'il n'y a pas la place d'accueillir des groupes, que ça sera peut-être quelques visites individuelles et encore on ne sait pas trop. Même si c'est dans la clause notariale qu'on puisse visiter le mikvé 2 fois par an. De ce point de vue-là, donc, comme on ne sait pas trop quel sera l'avenir des visites, je trouve un petit peu c'est un peu un contresens d'avoir juxtaposé finalement la pompe à bras qu'on a déplacée pour la mettre à côté du mikvé. Alors, c'est une très bonne idée de sauvegarder la pompe, mais ça donne le message absolument inverse de ce qui est intéressant de passer comme message pour un mikvé. Oui, mais je suis bien d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu aurais voulu que j'en fasse? Que je la laisse les ouvriers? Non, qu'on la mette ailleurs dans la maison, peut-être, je ne sais pas, mais parce que c'est un bel objet. Oui, mais bon, c'est pas une critique, hein, c'est pas du tout. J'ai parlé à la dame qui ne voulait pas du tout. On aurait pu la laisser dans ce qui est aujourd'hui un couloir, on aurait pu la laisser pratiquement à sa place d'origine, mais la propriétaire n'a pas voulu. Alors, ah d'accord, ok, je comprends mieux pourquoi, oui. Donc, il fallait à la fois la préserver, mais on ne pouvait pas la mettre n'importe où. Sachant que même si on fait visiter, il faudra forcément utiliser des images comme celles que je vous ai montrées pour vous expliquer. Oui, tout à fait. Alors, c'était la deuxième partie de la question, ça.
Il se trouve que j'ai fait faire par un ami, juste avant la démolition, j'ai un ami qui fait des photos à 360 degrés, qui te permettent ensuite de visionner chaque salle et de zoomer sur chaque point, du sol au plafond ou au mur, pour agrandir et voir tous les détails. Ça, j'ai fait faire ça exprès pour faire la conservation des lieux comme elle se trouvait avant. Je voulais vous mettre ça, je voulais vous l'introduire dans le... Je n'avais pas regardé depuis assez longtemps, hein. Je voulais l'introduire dans la présentation d'aujourd'hui. Le même monsieur a fait d'ailleurs la Schule de Reichshofen, qui se trouvait sur le site, qu'on pouvait voir sur le site officiel de la ville de Reichshofen. Et les deux ont disparu parce qu'il a mis ça sur Adobe, et une version de Adobe qui a été supprimée. Oui, Flash. Ouais, c'est ça. Et donc, je lui ai demandé s'il pouvait me le remettre sur une version plus récente. Il m'avait promis de me le faire pour la semaine dernière, mais voilà, je n'ai pas eu. Mais en tout cas, il va le refaire et on va conserver ça, évidemment. C'est super. C'est très important, ça. Ouais. Ouais. Bon, Raymond, s'il n'y a pas encore de questions, je voulais te remercier encore une fois. Bah, écoute, moi, ça m'a fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas eu les réponses que j'espérais, mais voilà quoi. En fait, c'est génial parce que tu as fait un grand travail, mais tu as partagé le travail, le final du travail avec nous. Oui, les questions, mais maintenant, ce qui serait bien, ça serait d'essayer de trouver des gens qui ont des réponses, quoi. Oui. Merci Raymond et bravo pour la pédagogie. Merci.